Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, cet après-midi, pour assister à cette deuxième table ronde du festival Être Chef aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Manon Fleury, Maxime Bonabry-Duval et Aurélie Gordon. Gordon, très bien. Autour de cette thématique qui nous anime énormément, qui est la recherche du sens dans le métier de cuisinier, dans le métier de chef et dans la sphère de la restauration en général. Ce que je propose de faire pour commencer, c'est peut-être de vous présenter chacun, d'expliquer un petit peu la sphère dans laquelle vous évoluez, votre parcours, et puis ça permettra de comprendre un petit peu mieux votre action. Je te propose de commencer, Aurélie. Allez, à ma gauche. Merci Léo. Du coup, moi, c'est Aurélie. Je fais un petit peu mon parcours en deux phrases. J'étais ingé informatique. J'ai travaillé pendant 5 ans et puis, comme certains d'entre vous peut-être, je me suis reconvertie. J'ai repris mes études en agronomie et plus précisément en agroécologie, et j'ai fait mon stage de fin d'études chez Écotable, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc Écotable, c'est une société qui accompagne le secteur de la restauration dans sa transition éco-responsable. Et depuis, je suis restée chez Écotable. On a bien grossi, on a sorti beaucoup d'outils pour aider le secteur, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, dans cette boîte, je suis en charge des opérations et de la satisfaction client. Voilà. Merci. Manon, on va Bonjour, continuer avec toi. donc moi je suis chef, donc cuisinière. Aujourd'hui je suis en train de chercher un restaurant à Paris. Donc je me pose toutes les questions de ce qu'est de devenir cuisinier, chef et puis chef d'entreprise. Donc je cherche un lieu. Et puis auparavant j'ai été chef d'un restaurant qui s'appelle Le Mermoz à Paris. Et puis entre-temps j'ai eu une aventure cet été de 6 mois à Monaco dans un restaurant qui s'appelait Elsa, restaurant étoilé. Et puis j'ai aussi un projet de livre, donc pas mal de choses aussi qui permettent en tant que chef aujourd'hui indépendante de réfléchir à d'autres choses, prendre du recul vis-à-vis du métier, et puis réfléchir pour la suite pour construire quelque chose en adéquation avec les valeurs d'aujourd'hui. Merci. Maxime, quelques mots sur toi. Bonjour à tous. Moi, j'ai fait une première formation dans le génie civil avant de commencer le métier de cuisinier. Et rapidement, j'ai créé un projet sur le gaspillage alimentaire pendant mes études. Et naturellement, ce projet s'est arrêté. Et naturellement, quand le réfectorio a ouvert, je suis arrivé dans ce projet. Et aujourd'hui, je suis le chef cuisinier du projet du réfectorio, qui est un restaurant social. Nous accueillons tous les soirs des personnes précaires, où nous cuisinons des repas gastronomiques à partir d'un vendu alimentaire. Ok, pour commencer ces échanges, j'avais envie de prendre un peu la question à l'envers. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, ou en tout cas ces dernières années, les chefs ont été en perte de sens, justement, et pourquoi ? Est-ce que c'est une question un peu trop philosophique pour commencer, ouais. Moi, je pense que... À quel niveau les chefs perdent aujourd'hui du sens de ce qu'ils sont en train de faire ? On est jeunes chefs, donc parler d'une génération d'avant, c'est assez compliqué. Mais déjà, la quête de sens, c'est également une question philosophique, un peu abstraite déjà. Même moi, quand j'étais invité sur ce thème, cette notion ne me parlait pas vraiment. En tout cas, on l'entend un peu partout. Donc il a fallu que j'aille chercher un peu ce que ça voulait dire, les notions de quête de sens. Je suis tombé avec mes recherches sur la quête, c'est la recherche. Et le sens, c'est un parcours, c'est un but. Donc en fait, la quête de sens, c'est la recherche d'un but. Je pense qu'on a... même avant, les chefs avaient recherché un but, avaient une quête de sens, mais laquelle, c'était peut-être pas la même que celle d'aujourd'hui. Nous, on est animés par une autre quête de sens. Avant, peut-être que c'était les étoiles, c'était les gratifications honorifiques, c'était autre chose. Aujourd'hui, on se tourne peut-être plus sur des questions plus sociétales, environnementales que nos aînés.
Alors cet engagement, concrètement, quand on est chef aujourd'hui ou cuisinier, il passe par quoi? Tu parlais d'un engagement... Pour moi, ça va ensemble, finalement, la quête de sens et l'engagement. Tu parlais d'un engagement sociétal. Est-ce qu'il est d'une autre nature aussi? Je pense à l'engagement écologique. Comment ça se traduit au quotidien quand on est chef, par exemple, Manon, cet engagement-là? Quel est le tien déjà d'abord? Quels sont tes engagements pour commencer? Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, peut-être la différence, c'est que les cuisiniers déjà ont des formations qui sont pluridisciplinaires, comme on a de plus en plus de gens qui sont reconvertis, et je pense qu'il y a un réel changement dans ce qu'est le chef d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a une vraie influence et un vrai changement dans le prisme de ce qu'attendent aujourd'hui les chefs. Et on a dit chefs, mais c'est aussi les cuisiniers d'aujourd'hui, en fait. Et même, on peut même aller au sens le plus large, donc de la restauration, des gens qui travaillent dans la restauration. Et donc, je pense que, en fait, ces gens qui arrivent et qui ont eu un parcours avant différent influencent ce milieu. Là où avant, on avait des gens qui, en général, avaient un parcours plutôt classique, avaient commencé souvent tôt, à 15 ans, et avaient eu une espèce de ligne droite où, finalement, on réfléchissait, mais on réfléchissait pas de la même manière. Et aujourd'hui, je pense que le fait qu'il y ait autant de gens qui soient reconvertis avec des parcours très riches en général, ça vient poser plus de questions et amener plus de questions sur ce que ça représente dans être cuisinier dans un univers plus large. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, je réfléchis par exemple le restaurant comme une entité autour duquel gravite une espèce d'écosystème et dont il faut prendre compte. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui en réfléchissant aux questions écologiques qui sont pas simples, parce qu'il y a aussi des impératifs économiques dans notre métier qui sont très forts, et intégrer tout ça autour de ce prisme économique, c'est pas simple au quotidien. Donc avoir ce prisme écologique, ce prisme humain aussi qui est assez important et qui aujourd'hui, je pense, fait partie de nos enjeux et doit être un impératif pour tous les gens qui rentrent dans le métier, quoi. Et on le voit aujourd'hui parce que ça fait quelques années qu'on commence à y réfléchir, et en fait aujourd'hui il y a une vraie crise. Donc cette crise-là, je pense, elle est super dure, mais elle va nous donner l'impulsion d'amorcer un changement réel. Et si je peux me permettre, je pense qu'au-delà des chefs, il y a aussi les clients qui vous poussent, je pense, dans ce sens-là, parce que moi, c'est le retour que j'ai de beaucoup de chefs écotables. Bon, alors bien sûr, il y a le prisme écologique, mais ils nous disent qu'ils ont une clientèle qui évolue aussi vers ces questions, et je pense que ça les pousse aussi à aller... c'est une relation qui va dans les deux sens. On veut leur faire plaisir, on veut essayer d'avancer avec eux, donc je pense que peut-être ça vous aide aussi à aller vers ces questions-là. C'est vrai que... On parlait, quand j'ai commencé à m'intéresser du coup au milieu de la cuisine, on parlait plus de consommateurs mais de consommateurs. Et en fait, c'est vrai que l'opinion aussi change. On a en tant que chef un rôle de transmission et aussi de. On est des personnes à notre échelle assez influente dans la cuisine qu'on peut proposer. Donc on peut être des modèles à certains égards, et donc du coup des gens peuvent s'identifier à nous, mais aussi on est obligé de regarder, et puis de nombreux chefs et de nombreux cuisiniers doivent aussi prendre compte aussi de la société qui change et de toutes ces questions-là qui sont en train d'être mises sur la place publique. Et c'est là où avant peut-être des grands guides comme le guide Michelin, le Godemio récompensaient ce qui se passait dans l'assiette. Maintenant, des labels comme Écotable regardent ce qui se passe autour de l'assiette, derrière l'assiette et en cuisine aussi derrière. Donc ça, c'est aussi bien. Enfin, je pense que vous avez émergé aussi grâce aussi à cette conscientisation des consommateurs. Justement, si on parle de changement, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas forcément dans le milieu de la restauration. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, des choses sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui pour aller de l'avant, ou en tout cas pour faire évoluer les choses? Alors, tout à l'heure, Manon, tu parlais de l'aspect humain, et je trouve que c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, puisque Maxime, à juste titre, tu dis que pendant longtemps, on a fait uniquement que s'intéresser à l'assiette et on en a oublié ce qu'il y avait derrière, dans les cuisines, mais pas forcément les gens qui sont en cuisine aussi, les gens de l'administration d'un restaurant, les gens qui sont des fournisseurs, etc.
Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ou en tout cas, je m'adresse à Manon parce que je sais que tu as ton association qui travaille beaucoup là-dessus, qui s'appelle Bondir. Tu vas peut-être pouvoir nous en dire un mot. Comment on peut faire concrètement avancer les problèmes de relations humaines dans les restaurants? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui et qu'est-ce qui peut fonctionner demain? Dis-nous. Disons que donc Bondir, c'est une association qu'on a créée en mai 2021, donc c'est tout jeune, pour lutter contre les violences en cuisine. Et plus largement dans la restauration. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées pendant des années dans les cuisines. Il y a eu une violence sous-jacente et favorisée par le milieu parce que c'est un milieu très stressant. C'est un milieu où voilà, on a souvent travaillé à des horaires où les gens ne travaillaient pas, etc. Il y a des choses qui favorisent et comme dans beaucoup d'autres milieux professionnels, là on parle souvent, moi j'ai vu des choses parallèlement, par exemple dans le cinéma, qui font que en fait, ça favorise ces violences et la mise en place de ces mécanismes de la violence. Et donc Bondir, c'est une manière de voir les choses positivement, donc on va dans les écoles de cuisine et on fait des interventions auprès des étudiants pour les sensibiliser à ces problèmes de violence qui peuvent arriver dans les cuisines et leur donner les clés pour pouvoir agir auprès d'une victime, mais aussi quand on est victime, et savoir les orienter pour trouver des réponses aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et donc voilà, on fait des interventions dans les écoles de cuisine, mais on réfléchit plus largement à savoir comment on peut faire pour améliorer le milieu en donnant des clés de communication, des clés de management, voilà, différentes manières d'organiser le travail en cuisine aujourd'hui et dans la restauration pour que ça s'améliore. Aurélie, c'est un des aspects que vous mettez en place dans vos formations ou dans les accompagnements que vous faites avec les restaurateurs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande? Est-ce que c'est quelque chose que vous réussissez aussi à encadrer d'un point de vue professionnel? Oui, effectivement, je pense que de toute façon, comme l'a dit Manon, hein, la base, c'est l'éducation. Donc, l'éducation dans les écoles, l'éducation de tout un chacun. Et effectivement, nous, il est vite apparu qu'au-delà de la question écologique, il y a la question de l'humain en fait qui est derrière, et c'est ce que je te disais. Moi, j'ai encore c'est le son d'un restaurateur qui résonne en moi qui disait mais en fait, s'il n'y a pas l'humain, on peut rien faire, que ce soit d'un point de vue écologique ou autre. Hein. Et en fait, ouais, nous, du coup, chez Ecotep, c'est quelque chose qu'on veut développer vraiment énormément. Donc, dans le diagnostic qu'on propose aux restaurateurs pour évaluer où ils en sont de leur démarche éco-responsable. J'insiste parce qu'au final, c'est pas écologique, c'est éco-responsable. C'est la RSE. Dans la RSE, il y a vraiment le volet humain. Et donc, du coup, nous, on pose un certain nombre de questions pour savoir où ils en sont. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire évoluer. On se rapproche de plusieurs personnes voilà, qui ont une expérience en restauration, qui se sont aperçues de plusieurs choses, notamment hein, comme Manon. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de faire évoluer et de les orienter vers des choses qu'on peut mettre en pratique. Des fois, c'est tout bête, hein, mais ça passe par une bonne communication, les fiches de mission, qu'elles soient données. Enfin, je pense que vous pouvez en parler beaucoup plus que moi, hein, mais il y a tellement de choses à faire et à reprendre, je pense, du monde de l'entreprise tel qu'on l'entend. Ça, c'est hyper intéressant, et je pense que voilà, des gens qui sont reconvertis aussi ont cette vision-là d'aller prendre ce qui se passe bien en entreprise pour la restauration, en fait, pour que le monde évolue de la restauration. Il faut qu'il évolue. C'est comme si finalement le monde de la restauration avait été resté pendant longtemps un peu étanche à toutes les évolutions qu'il y avait eu dans d'autres secteurs. Oui. Je pense que du fait que justement il est à part sur certains points, le fait qu'on ait des horaires décalés, le fait qu'on travaille le week-end, le fait que voilà, il y a plein de choses qui font que ça a favorisé ça. Et effectivement, je pense que du coup, on a souvent cru qu'on pouvait se permettre des choses qu'on n'aurait pas permises dans d'autres milieux professionnels. Et donc c'est pour ça. Et je trouve que pense aux horaires de travail, par exemple. Les horaires de travail, les comportements, même les comportements déviants, des choses qu'on ne se permettrait pas. Moi, je donne souvent l'exemple dans un cabinet d'avocats, par exemple. Je dis mais est-ce que vous accepteriez ça dans un bureau? Et en fait, bien souvent, on se dit non. Et en fait, la cuisine, et c'est pareil, l'univers d'une cuisine, c'est complètement
différent à part d'un bureau. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses, on l'explique aux étudiants. Il y a du contact physique, il y a de la promiscuité, je vais arriver à le dire. Donc on passe souvent du temps ensemble. On va passer 10 heures parce que encore aujourd'hui, il est difficile de diminuer les horaires parce que souvent on travaille le midi et le soir. C'est pareil. L'histoire de la coupure, c'est quelque chose dont il faut parler, dont il faut trouver des solutions pour essayer d'améliorer le temps de travail. Et donc, tout ça favorise ces comportements déviants, alors qu'en fait, aujourd'hui, si on propose un cadre, une organisation, et comme tu disais, des missions claires avec des postes de travail bien définis, on peut complètement améliorer les choses et faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de problème pendant un service, ou s'il y a des problèmes, c'est pareil. On explique bien que c'est un milieu stressant. Moi, j'explique que le matin, par exemple, on a aussi beaucoup d'aléas, en fait. On a de la matière première, on travaille de la matière première qui change tous les matins. Tous les matins, le poids du poisson, il n'est pas le même, et ça va changer souvent notre matinée, en fait. Ça va faire que tous les matins, on a des choses différentes à gérer, et qu'il faut gérer ces aléas, et que ces aléas, ils sont source de stress. Donc le stress, il est inévitable. Et donc, il faut faire au maximum en sorte de minimiser ce stress et de faire en sorte d'être au mieux quand on travaille. Et donc, quand les choses dérapent, ça arrive, un service se passe mal parce qu'un client est arrivé en retard, parce qu'on a mal communiqué avec la personne qui travaille à côté de nous, etc. Il faut débriefer. Et c'est des choses qu'on fait, c'est pareil, dans d'autres secteurs professionnels. On va débriefer après une réunion qui s'est mal passée, par exemple. Et... voilà, toute une culture d'entreprise à mettre en place. C'est une culture d'entreprise à mettre en place, en fait. C'est des choses, pareil, la réunion le matin avant de commencer la journée. Moi, j'ai connu des apprentissages et des stages où on commençait la journée et c'était la tornade. On commençait la journée à 8h30 le matin et c'était le sprint jusqu'au service du midi, quoi. Alors que nous, ce qu'on essaie de préconiser, c'est de s'asseoir 10 minutes autour d'une table, de boire un café, de poser la question à tout le monde, de savoir comment vont les gens et de commencer la journée. Et en général... bizarrement, les choses se passent plutôt mieux quand on se parle et quand on essaie de communiquer entre nous, quoi. Et c'est des choses très simples. Il y a un autre grand sujet avec la dimension sociale de la recherche de quête de sens chez les cuisiniers. C'est un sujet qui nous touche tous, c'est celui de l'écologie et de l'engagement écologique. On parlait tous les deux, Aurélie, avant cette intervention, on se disait que finalement, le métier de cuisinier, le métier de chef, le métier de restaurateur, c'était peut-être un des rares où il y avait plus la possibilité de transmettre une forme d'engagement dans ce qu'on faisait au quotidien. C'était une manière de militer aussi quelque part. Tu parlais de consommateur tout à l'heure, Maxime, et de cette nécessité que on peut, si aujourd'hui on prend conscience de certaines choses d'un point de vue écologique, on peut les appliquer directement dans notre alimentation du quotidien en mangeant d'une certaine manière, en faisant des choix. Comment, en tant que chef, en tant que cuisinier et en tant qu'association et organisme qui accompagne ces derniers, on peut réussir à s'engager à ce niveau-là. Je sais qu'au réfectorio, il y a cette notion de vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette version et puis ton avis sur la question en général ? Oui, évidemment, nous on est profondément dans l'écologie, dans l'urgence, plus que parce que derrière l'assiette il peut y avoir plein de luttes écologiques. Nous c'est le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'on récupère tout, enfin pas tout, mais une partie de ce qui est jeté à Paris, une infime partie, et du coup avec ça on essaie on fait tous les soirs des repas, donc on invente, donc là c'est tous les jours, c'est une nouvelle carte, un nouveau menu pour les invités le soir. Et tous les jours, il faut se replonger, il faut aller chercher des idées en fonction de ce qu'on a dans l'économat, dans le frigo, et de ce qui nous est parvenu. On a souvent l'impression que le gaspillage alimentaire, c'est des produits et légumes moches. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai souvent dit, on pouvait faire plein de choses avec des fruits, des légumes moches, même abîmés, on pouvait faire des choses. Et en fait, sans me rendre compte, mais en fait, dans ce que je reçois, en fait, c'est des légumes nickel. Enfin, tout est parfait. Et je ne comprends pas. Oui, c'est subjectif, la beauté, on la place là où on veut finalement. Oui, non, tant que c'est pas pourri, en fait, c'est ça ce que tu me dis, où la plupart du temps les légumes sont nickel, quoi. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de les catégoriser comme étant passés. C'est-à-dire qu'ils sont. Je reçois des bananes vertes.
des trucs absolument parfaits. C'est même pas qu'il y a une tâche, il n'y a même pas une notion de d'appréciation de la beauté ou pas. C'est des légumes qui sont juste parce que parfois ils sont emballés, il y a une date de péremption dessus. Je reçois des quantités de pommes de terre par exemple hallucinantes, juste parce que quand c'est dans un emballage, on doit mettre une date de péremption. Elle y est, je les reçois, elle pourrait tenir. Moi je les garde encore 2-3 semaines dans mes frigos sans que ça bouge. Donc le gaspillage alimentaire, il y a ce qu'on peut sauver. Ces fruits et légumes moches et méditer là-dessus, mais aussi il y a une grosse partie sur ce qui est jeté et qui est complètement aberrant, parce que pour être tout à fait consommé, mais au-delà d'être un peu abîmé, pour être vendu encore pendant des semaines dans les grandes surfaces ou chez les maraîchers. Donc oui, au réfectorio, la question écologique, on l'aborde par ce prisme-là, par le gaspillage alimentaire. Mon avis sur le reste de la restauration traditionnelle, c'est s'engager. Et puis moi je suis vachement les actions d'un chef, Olivier Rollinger, qui du coup quand même a beaucoup milité et qui fait partie de cette ancienne génération de chefs et qui du coup lui a été dans cette course aux étoiles et sans trop se poser de questions. Et puis à un moment donné, comme disait Manon, on prend un peu de recul, on regarde autour de soi et puis on se rend compte, est-ce qu'on est en train de vraiment faire du bien, ou est-ce qu'on a ce rôle de chef de ne pas se poser de questions et de prendre d'épuiser les ressources des océans, d'appauvrir les sols, parce que c'est nous qui consommons. Et c'est un peu comme un peu comme dans la mode. Ensuite, tout le monde, on est à des postes où on va pas forcément éduquer, mais peut-être montrer un chemin à prendre. Et donc si nous on le fait pas, ensuite les consommateurs le feront pas, mais à toute échelle, pas seulement les consommateurs qui viennent dans les restaurants, ceux qui vont après aller dans les grandes surfaces, aller acheter leurs produits. Donc si nous on montre qu'on fait en fonction des saisons, qu'on fait en fonction de ce que la terre offre, en fonction des producteurs, de ce qu'ils peuvent donner aux restaurants et en fonction des ressources, peut-être que de plus en plus de monde s'intéresseront et qu'à nos cartes, on n'a pas la même carte partout, qu'on a arrêté de servir du saumon à l'oseille, parce qu'à un moment donné, le saumon à l'oseille, c'était fait par la famille Trois Gros, c'est très bien. Il a fait en son temps une quête de sens, lui aussi, mais maintenant, on n'est plus là-dedans. Donc quand aujourd'hui, on voit que ce chef a mis... pour parler que cet exemple, le saumon dans les assiettes de tout le monde, aujourd'hui en fait ça n'a plus de sens, parce que le saumon en fait écologiquement c'est pas viable. Et donc on a ce rôle-là aussi de montrer qu'on peut avoir une diversification dans l'assiette en fonction de plein de paramètres écologiques. Moi je trouve ça intéressant cette idée que finalement aujourd'hui les convictions d'un chef ou d'une chef passe avant la fonction, c'est-à-dire que on peut être, les convictions, les idées qu'on a, qu'elles soient politiques, plutôt écologiques, sociales, etc. Elles passent en premier, et ensuite on adapte son savoir-faire, son artisanat à cette philosophie-là qu'on a, à cette ligne directrice. Et ça va jusqu'à la créativité, comme tu le dis si bien finalement, parce qu'aujourd'hui, même sur on va dire les tables qui sont peut-être les plus suivies, on va dire, ou les plus regardées, notées, critiquées, parce que c'est la haute cuisine, ça commence un petit peu à changer. Et il y a un petit peu. Mais ce que je veux dire, en termes de créativité, quand on est chef, peut-être Manon, tu vas pouvoir me dire quelque chose là-dessus. Comment on continue à avoir cette force créative comme ont pu avoir les frères Trois Gros à l'époque quand ils ont fait ce plat, le saumon à l'oseille, qui d'un coup ont apporté quelque chose de nouveau et qui ont... malheureusement, il n'y a pas beaucoup de saumon en France, ou en tout cas, d'un point de vue éthique, écologique, responsable, c'était pas super OK. Mais comment aujourd'hui on pourrait arriver à créer un plat comme le saumon à l'oseille, avec la même impact, la même force? C'est une question à 50 millions d'euros, mais comment on s'y prend concrètement au quotidien quand on est chef pour garder cette philosophie-là dans l'assiette? C'est hyper intéressant comme question, parce que justement c'est la question d'aujourd'hui. Et en fait, pour moi, cette question écologique, déjà, souvent elle est décorrélée de la question des gastronomiques en France, et on a du mal en France à se dire que l'écologie, ça fait pas mal en fait, que c'est pas grave, que c'est pas tout gris, que ça peut être hyper joyeux, que ça peut être hyper gourmand.
Et au contraire, moi, je trouve que ce qui est super intéressant, c'est de prendre tout ce qu'a dit Maxime sur essayer de s'adapter aux produits des producteurs, essayer de s'adapter à la saison, de changer en fait notre mode de consommation, qui était un mode de consommation complètement inverse avant, où les chefs avaient un menu. Typiquement, choisissent le saumon à l'oseille, et il faut trouver le saumon et l'oseille, n'importe quand, n'importe quelle saison, etc. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de se dire à notre producteur, à notre poissonnier, à la personne qui nous fournit le poisson, qu'est-ce que tu as en ce moment ? Qu'est-ce que tu as à nous fournir qui ne va pas justement abîmer la planète ? Qu'est-ce que tu as comme légumes à me fournir qui sont pile le légume de la saison et qui va et de choisir ça comme cadre et utiliser ce cadre-là pour la créativité. Et en fait, là où depuis des années, enfin pendant les années 80, enfin 70-80, on a eu la chance d'avoir des milliers de produits, de la mangue à la fraise, à l'asperge, n'importe quel mois de l'année. Aujourd'hui, justement, il faut se servir de ce cadre-là qui devient très restreint, parce que là, en ce moment, au mois de janvier, il n'y a pas grand-chose, mais de s'éclater avec le cadre qu'on a. Et au niveau de la créativité, mais c'est 2 fois plus riche. Et de pousser sur certains produits et d'aller faire de la recherche sur ces produits-là et essayer de créer des plats en fonction de ces produits-là, ben pour moi, c'est comme ça que doit fonctionner la gastronomie d'aujourd'hui, quoi. Moi, donc vous avez compris, au réfectorio, c'est avec des produits issus du gaspillage alimentaire. Même sans ça, j'essaie d'aller sélectionner des produits tant que je peux qui soient de saison. Parce qu'on a quand même des personnes qui viennent chez nous le soir. Alors si elles ne le voient pas, c'est pas grave, mais en tout cas j'essaie de proposer cette cuisine qui soit même de saison, même dans le gaspillage alimentaire. Alors des tomates, on m'en propose énormément, mais bon, comme elles sont pas bonnes, en plus c'est ça, hein, et le côté quand même gustatif, du coup j'essaie de pas les prendre et d'aller m'orienter vers d'autres produits, quoi. Et je pense que toi, Aurélie, tu as dû voir le changement aussi. Et puis vous faites aussi ce lien, vous, en tant que label, de voir aussi ce qui se passe derrière, mais du coup, vous allez voir aussi ce qui se passe chez les producteurs. Oui, tout à fait. Et c'est bien que tu amènes ce sujet, parce que j'allais rebondir à ce que tu disais, Manon. C'est vrai qu'au-delà du produit, en fait, il y a des gens qui sont derrière, les agriculteurs, et c'est vrai que c'est un sujet... On commence à en parler, mais c'est quand même, voilà, un peu, voilà, c'est pas le sujet dont on parle principalement. Et en fait, derrière tout produit, il y a une personne qui a passé du temps, qui a passé de l'énergie, qui a utilisé des ressources. Et c'est pour ça que la question aussi du non-gaspillage alimentaire est essentielle, parce qu'au-delà de jeter un produit, on jette un travail, on jette des ressources. Enfin, quand on pense aux quantités d'eau qu'il faut pour la viande, de bœuf notamment, toutes les réserves qu'on a puisées, en fait, c'est ça, tout ça qu'on jette. Donc ça, la question du gaspillage alimentaire est essentielle. Tout comme la saisonnalité. Nous, c'est vrai que ça fait partie des critères de base, la saisonnalité. Juste pour vous donner un petit chiffre, hein, tu parlais de la tomate. La tomate, quand elle est produite hors saison, elle a un impact carbone qui est 10 fois plus élevé qu'une tomate de saison. Enfin, c'est énorme. Quand on compare, par exemple, une tomate locale versus une tomate européenne, c'est x4. Donc, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de saisonnalité qui est hyper importante. Et là, enfin, moi, j'admire ces chefs qui font passer un message et qui justement s'adaptent aux produits plutôt que l'inverse, parce qu'en fait, c'est des contraintes supplémentaires. Et le client, des fois, je pense que vous l'avez déjà eu, il demande pourquoi il n'y a pas la tomate, pourquoi j'ai pas mon saumon, pourquoi j'ai pas ça. Et des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. Nous, on a le cas, on le sort souvent, c'est la saisonnalité du fromage de chèvre. Il y a une saisonnalité dans le fromage de chèvre. Et voilà, et en fait, du coup, on dit au restaurateur, attention, il y a une certaine période, de décembre à mars, avril, n'utilisez pas de fromage de chèvre frais. Ah oui, mais les clients, ouais, mais en fait, si tu veux être cohérent avec tes valeurs et avec ce que tu proposes aux clients, à un moment, il faut l'expliquer. Il faut dire, non, moi, sur cette période, j'en fais pas. Comme les tomates, comme le reste, etc. Il faut faire une réunion, comme au début d'un service en cuisine, faire une réunion avec les consommateurs pour leur expliquer, en fait. Et ouais, et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les gens viennent au restaurant aussi pour se faire plaisir, donc on peut pas leur rabâcher beaucoup de choses. Et il est là, l'enjeu. Ouais, comment faire passer le message
tout en le travail éducationnel, il est très fort. Je vais vous donner j'ai une petite histoire de cet été à Monaco. Et donc, c'est pareil, c'était un peu un enjeu parce que c'était une clientèle qui a l'habitude, qui a du pouvoir d'achat, mais qui vient manger en voiture de sport, qui n'a pas forcément conscience de l'impact de leur manière de vivre, etc. Et un jour, j'ai servi une queue de poisson à une cliente et je suis allée la voir à la fin du repas et cette cliente était mécontente et je lui ai demandé pourquoi elle était mécontente et elle m'a dit c'est parce que vous m'avez servi la queue du poisson et dans les grands restaurants on ne sert pas la queue du poisson, on sert que le dos du poisson. Et là j'ai compris en fait aussi que dans la tradition de la gastronomie française, etc., à un moment donné, on avait quand même un peu fait n'importe quoi et qu'on avait servi que, visiblement, ce qui pourrait être les produits de luxe. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. C'est aussi même dans les grands... Et c'est aussi beaucoup dans les grands restaurants, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les grands restaurants, on est encore beaucoup avec des produits qui sont tous les mêmes. De la truffe, du foie gras, cette espèce de générosité, alors qu'en fait il y a un cumul de nourriture, etc. Alors qu'en fait tous ces chefs-là devraient faire l'éloge de la simplicité, des meilleurs produits, du maquereau, travailler de la meilleure manière, etc. Alors qu'on revient à des choses très traditionnelles, etc., qui sont complètement en opposition avec les enjeux d'aujourd'hui, quoi. Donc, ces questions-là, elles sont partout. Et en plus de ça, lorsqu'on parle à une clientèle, justement, d'élite ou à n'importe quelle clientèle, il faut que ces sujets-là passent et que ce ne soit pas synonyme d'austérité, en fait. Et je pense qu'elle est encore trop synonyme d'austérité. C'est ça, le problème. Et... Parce que, il faut aussi savoir que quand on fait une école de cuisine, on est enfermé aussi dans une matrice et il faut en sortir. Il faudrait voir le programme. Tu as fait un CAP J'ai fait un CAP. Ouais. Moi aussi, il faut voir le programme du CAP qu'on a dans les cuisines. C'est affolant, il n'est pas à jour, mais du tout. et du coup, on n'a pas du tout ces notions-là. Alors, on va devenir cuisinier et peut-être chef, parce que chef c'est pas un métier, c'est un poste. On est d'abord cuisinier, on sort de cette école et en fait on n'a pas du tout conscience de il faut aller chercher soi-même ces réponses-là, parce que c'est pas à l'école de cuisine, alors qu'on va occuper les postes dans lesquels on est en train de parler, et à l'école de cuisine on n'est pas du tout formé à ça, quoi. Et c'est le problème de la gastronomie française, c'est que souvent ça a été d'abord l'éloge de la technique. Donc apprendre à savoir faire une brunoise, apprendre à savoir faire, des choux à la crème, avant le produit. Et moi, ce que je dis souvent quand je vais faire des cours, notamment à l'école Ferrandi, etc., des cours quand je viens intervenir pour parler de cuisine, c'est le premier cours de cuisine qu'on devrait avoir, c'est aller dans un champ, voir comment pousse une carotte, pour éviter d'en gaspiller la moitié en la tournant... comme ce qu'on apprend quand on passe un CAP, quoi. Donc il y a des choses à faire aussi sur les programmes dans les écoles. Il y a ce besoin de réinitialiser finalement tout ce qu'on a appris. Tu parlais de l'éloge de la technique et finalement on apprend peu ce que la réalité du métier de chef, et effectivement ça rejoint l'humain, ce que tu disais tout à l'heure, et peut-être c'est quelque chose qu'on devrait effectivement réimplanter de plus en plus. Ça me fait penser aussi à ces formations que vous apportez. Je pense que de cette idée d'éduquer finalement le consommateur, il y a cette idée de s'éduquer entre pairs, entre vous, pour que effectivement les comportements changent et qu'on ne s'enferme pas dans ces lignes droites dont vous parlez, où on a un plan de carrière qui est comme ça et on se laisse embarquer dans un système qui est en perdition. C'est un mot un petit peu fort, mais je veux dire qu'il y a des travers. Je trouve qu'il y a aussi comment on fait aujourd'hui, parce qu'on n'est pas forcément, quand on est chef ou quand on est cuisinier ou même quand on est consommateur, on n'est pas forcément éveillé à ces questions-là. On a peut-être une sensibilité, on se dit tous qu'il y a un gros problème et qu'aujourd'hui la nature est en train de se dégrader, on va un petit peu à notre perte. Et comment on fait aujourd'hui concrètement quand on est chef, si on n'a pas les clés pour mettre en place des choses comme ça au quotidien. Alors, peut-être tu peux m'en dire un petit peu plus sur les outils que vous apportez aux restaurateurs que vous accompagnez et aux ceux que vous labellisez. Nous, effectivement,
on fait d'abord un diagnostic parce que bon, là, on a parlé beaucoup du produit, du gaspillage, etc. Mais en fait, il y a plein de choses sur lesquelles un cuisinier peut agir. Hein. Nous, on regarde aussi tout ce qui est ressources énergétiques, la consommation d'eau aussi du restaurant, parce que c'est énorme. Toute la partie déchets, bien évidemment du gaspillage, mais aussi le plastique, hein, vrai sujet d'actualité. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Nous, on fait un diagnostic, et à partir de ce diagnostic, on identifie les leviers d'action. Et en général, il y en a énormément. Et nous, ce qu'on conseille, c'est d'y aller petit à petit. Je pense que vous ne direz pas le contraire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser quand on est cuisinier. Ces questions-là, elles arrivent à côté. Et en fait, si on veut tout faire d'un coup, je pense qu'on va droit dans le mur, en fait. Parce qu'il faut y aller progressivement, il faut mettre en place des petites choses. Et souvent, c'est des victoires, en fait. Et il faut se dire, moi, j'ai réussi à limiter mon gaspillage de tant de kilos par mois. C'est déjà énorme. Après, je vais pouvoir passer à choisir un meilleur producteur, etc. Donc nous, en fait, on les encourage à faire une feuille de route, comme on dit, hein, un plan d'action, court, moyen et long terme, justement, pour prioriser les actions qui ont plus ou moins d'impact. Et en fait aussi, il faut prendre en compte plein de considérations économiques. Est-ce que les équipes sont engagées? Parce que si elles ne le sont pas, je pense que la base de la base, c'est les former. Parce qu'en fait, si on est tout seul dans son coin à vouloir mettre des choses en place, on ne va pas y arriver. Donc vraiment, c'est former tout ça. Et du coup, nous, sur notre outil, on essaye de mettre à disposition ce qu'on appelle des ressources. En fait, c'est des articles sur la saisonnalité. Je parlais de la saisonnalité du fromage. On a fait un article sur la saisonnalité, un article sur ce que coûte le gaspillage alimentaire à la société, parce qu'il y a ça aussi. Il y a les coûts cachés de tout ça. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, tout ça, nous, on le paye à un moment ou à un autre par nos impôts, par notre qualité de vie, par plein de choses. Et voilà. Et en fait, nous, notre but, c'est vraiment de sensibiliser au maximum. Et comme tu le disais, il y a beaucoup de sujets, donc y aller petit à petit, s'intéresser. Et je pense que c'est comme ça qu'on se forme, on forme les autres, et après, on peut y arriver. Et ça passe aussi par... moi, j'ai des restaurateurs qui me disaient... en fait, nous, on recrute des gens qui sont intéressés, voire militants, d'un point de vue écologique, parce qu'en fait, je sais que si je m'entoure de personnes aussi militantes, ça va me pousser moi-même, forcément. Donc voilà, ça peut passer par plein de choses. Du point de vue du restaurateur et du chef, comment vous parvenez à faire cette pédagogie auprès des clients? Alors tout à l'heure, tu parlais de cette dame qui, de manière assez péremptoire, t'a donné son avis sur les queues de poisson. Et comment on parvient... Alors j'ai l'impression qu'il y a une manière assez subliminale de le faire, c'est-à-dire juste, en fait, l'assiette, on n'a pas besoin d'écrire en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, assiette éco-responsable avec une grosse flèche pour que les gens en prennent conscience. Mais quand il s'agit d'ouvrir le dialogue et de finalement changer la société, parce que c'est comme ça que le message se transmet, comment on s'y prend quand on est chef ou restaurateur dans la façon d'expliquer sa cuisine? Il peut y avoir moi, j'aime bien la manière... douce, donc j'aime bien raconter des histoires. Et par exemple, cet été, on avait sur la carte, on avait fait des plats qui étaient complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, sur un plat où on utilisait la chair du thon crue pour faire un plat avec du poisson cru, on avait un autre petit pictogramme sur la carte à un autre endroit où on disait qu'on utilisait la queue du poisson qu'on avait confit dans l'huile d'olive pour faire une sauce. Et à côté, vous aviez une assiette d'haricots verts servie avec le jus qui était réalisé avec les arêtes de poisson, avec les arêtes de thon. Et donc, en fait, on prouvait qu'on utilisait tout le thon entièrement et qu'on ne jetait pas la moitié à la poubelle. Et ça, c'est des petites choses comme ça, je pense, qui peuvent être intéressantes pour éduquer le client. Si le client s'en fiche, il n'est pas obligé d'avoir toute l'histoire, mais sur la carte, il y a des petites choses qui peuvent l'aiguiller et lui dire que ici, on essaie de bien travailler les choses. Et puis après, il y a tout un travail au niveau du service aussi, de raconter, d'expliquer aux clients comment on prépare certaines choses. Et je pense que les gens sont très preneurs, qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur raconte d'où viennent les produits, qu'on leur raconte comment ils ont été cuisinés, comment on utilise justement les restes, etc. Donc je pense que
essayer d'emmener les gens avec nous en leur racontant des histoires avec des personnages, justement. L'identification aussi, elle est importante, en mettant un nom sur les gens. Ça se fait de plus en plus aussi sur la carte des restaurants, quand on met le nom de ces producteurs, des gens, et je pense que ça rassure aussi beaucoup les gens. Donc il y a une manière de rassurer et puis aussi de les emmener avec nous en leur racontant des histoires, quoi. Ce que dit Manon, c'est très intéressant, mais elle oublie aussi de dire, elle est très humble, c'est pour ça, mais moi je suis allé manger au Mermoz et elle m'a fait manger du navet et de l'anchois. Comme ça, c'est pas très sexy, il faut aussi avoir une technique, et puis du coup, Manon, derrière, il faut savoir cuisiner, et donc c'est aussi par cette assiette, par les assiettes et les bonnes associations de saveurs qu'on arrive aussi à éduquer le client, à le convaincre qu'en fait, des produits qui sont pas forcément nobles peuvent être très bons, et ça, moi je peux attester que Manon le fait très bien. Et juste, moi, ça me fait penser ce que tu dis, Manon, l'intitulé. Je pense que c'est vraiment un moyen hyper important de faire passer des choses. J'avais entendu Dan Barber, je crois que tu le connais bien. Voilà. Et j'étais tombée en admiration devant lui quand il avait intitulé un plat rotation culturelle, où justement il mettait en avant une céréale et une légumineuse, et en fait il expliquait, parce que d'un point de vue agronomique c'est hyper intéressant, et je pense que c'est l'avenir, hein, et en fait je trouve ça hyper incroyable, tu vois, tu attires le client avec ce nom-là, ça pose question, et après tu peux raconter ton histoire, bien sûr pour les gens qui sont intéressés, hein, mais il y a ce pouvoir-là, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est ce que tu dis à propos de Dan Barber, qui est un chef américain chez qui j'ai travaillé, mais qui est un des plus grands chefs américains, et qui a ce qu'on appelle une farm to table, c'est-à-dire le jardin, le potager qui alimente le restaurant, qui est quasiment en autosuffisance. Et en fait, c'est un chef qui a compris que pour faire passer des messages aux clients, il fallait amener des concepts dans l'assiette. Par exemple, il sert un œuf, et autour de l'œuf, il va servir tous les condiments que mange la poule. Mais les gens peuvent le manger, hein. Mais du coup, ça raconte une histoire. Ça raconte comment la poule est nourrie, comment la poule... ce qui fait qu'on va avoir un bon œuf dans l'assiette. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être très intéressantes. Et moi, j'essaie de le faire aussi, tout en... Ce que disait aussi Maxime, c'est qu'il faut que ce soit bon quand même. Il faut que ce soit bon, il faut trouver les bonnes associations. Mais quand on réussit à faire ça, après, amener des concepts sur l'agriculture, parce que l'agriculture, c'est quand même... C'est aussi un vrai puits de créativité, quoi. Et moi, quand je vais passer 2-3 jours avec mon maraîcher, je reviens et j'ai plein d'idées, quoi. Donc c'est aussi ce que devrait beaucoup... Enfin, c'est aussi une source de créativité, d'inspiration, qui devrait être beaucoup plus mise en valeur aujourd'hui, même si... évidemment, il y a tout un truc autour des chefs et leur jardin, etc. Mais plutôt du savoir-faire aussi des gens qui savent le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de me détacher un peu de ça aussi, parce que je sais qu'il y a des gens qui savent très bien le faire. Que mon métier, moi, je suis cuisinière et je suis pas jardinière. Et que, mais par contre, aller passer du temps avec ceux qui savent bien le faire et comprendre comment ils le font, c'est une source incroyable d'inspiration. Et c'est aussi, nous, une manière de savoir en parler aux clients. Et ça, je pense que quand on sait en parler et qu'on sait travailler, et c'est aussi une manière de connaître mieux les produits, hein. Savoir comment, je dis toujours l'exemple de la carotte, mais il y a plein de choses, et effectivement, ça nous donne aussi plus envie de les utiliser au maximum et de rien jeter, quoi. Donc tout ça, c'est encore une fois un écosystème qu'il faut valoriser. Ouais, moi, l'autre jour, je suis allé voir une productrice à côté d'Angers, et j'ai appris que le daikon avait pas le même goût suivant si c'était la tête, au centre ou au pied. Donc c'est aussi une belle source d'enrichissement d'aller se reconnecter avec d'où viennent les produits, quoi, en fait. On est à l'intermédiaire, nous. Exactement, j'allais revenir à cette idée que tu as évoquée au début de notre conversation, que le rôle d'influence qu'ont les chefs, de guide finalement, de passer cet engagement-là. Et ça dit beaucoup aussi de la façon avec laquelle on va au restaurant, ou la façon aujourd'hui, et la façon avec laquelle on considère l'endroit restaurant. Puisque si c'est un endroit dans lequel on va, premier lieu, pour manger, on y va aussi pour découvrir une cuisine, et on y va aussi finalement pour apprendre des choses, s'instruire. Tu vois, tu parles de Dan Barber, je ne sais pas forcément dans les détails ce que mange une poule. Au-delà de ça, ça amène à réfléchir, en fait. Et on peut passer à travers complètement. On pourrait aller au restaurant et de manière subliminale, vous avez quand même fait passer un message, parce que c'est quelque chose qui va rester.
Et d'un autre côté, on peut y aller de manière un petit peu militante ou intellectuelle en se disant je vais choisir ce restaurant-là pour ça. Et ça m'amène à cette question par rapport à Écotable. Est-ce que c'est devenu vraiment un argument aujourd'hui? Est-ce que pour les restaurateurs, je veux dire, qui recherchent à pouvoir intégrer votre label, et est-ce que vous avez remarqué chez les gens que vous accompagnez, est-ce qu'ils vous ont fait des retours en vous disant, par exemple, écoute, depuis que j'ai le label anti-gaspillage d'Écotable, j'ai des gens qui sont sensibles à cette question-là, qui sont venus alors qu'ils n'étaient jamais venus. Est-ce que ça peut devenir un argument, cette éco-responsabilité, cette question de l'humain? Est-ce que si on met en avant ça dans son restaurant, ça peut devenir un argument qui ne soit pas un argument de greenwashing où on dit en gros, nous on est un restaurant écolo avec un sticker. Est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? J'ai fini ma question en rallonge, désolé. Oui, on a des retours de restaurateurs qui nous disent, en fait, là, il y a un groupe de 50 personnes, enfin là, je donne l'exemple que j'ai en tête récemment, qui nous a trouvé sur le site Écotable et qui sont venus parce que voilà, ils avaient des convictions et qui voulaient allier ces convictions avec ce qu'ils allaient manger. Donc oui, on en a beaucoup des retours comme ça. Après, bien entendu, c'est un gros challenge de mesurer ça, surtout que les gens ils disent pas forcément on vient pour Écotable, mais effectivement. Au-delà de les gens qui viennent parce qu'ils ont vu le label Écotable, on a beaucoup de retours aussi de restaurateurs qui nous disent oui, les clients sont sensibles. Notamment, moi, je pose souvent la question en formation. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui vous demandent du végétarien, un menu ou un plat végétarien? Et les gens me disent oui, c'est assez impressionnant. À chaque fois, y a quasi tout le monde me dit oui, effectivement, c'est une demande qu'on voit de plus en plus. Et des fois, les gens disent je suis pas végétarien, mais là j'ai envie de manger végétarien. Votre menu végétarien me fait envie. Donc voilà, il y a vraiment. Je pense, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les consommateurs même, qui sont en demande. Après, voilà, il y en a toujours qui viennent au restaurant pour se faire plaisir et voilà, il ne faut pas les submerger d'informations. L'un n'empêche pas l'autre. Après, mais voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et nous, l'idée du label, c'est qu'effectivement, c'est un sticker et c'est sur le site. Et voilà, les gens qui viennent savent que derrière, il y a un vrai engagement. Ça peut leur suffire. Des fois, ça peut enclencher une discussion aussi avec le chef ou le personnel. Et voilà. Et ça crée des petites histoires. Ça crée quelque chose, en fait. Des fois, ils nous disent on a mis le label Écotable en bas du menu. Et les gens nous demandent de ce que c'est. Et du coup, voilà, ça amorce une petite discussion sur oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères? Et du coup, voilà, il y a une relation qui se crée un petit peu plus. Je voulais aborder une autre thématique. On a discuté beaucoup de cette matrice dans la formation des cuisiniers et des chefs qui est un petit peu devenue obsolète. Si on regarde les enjeux aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, environnementaux, humains, les formations que vous avez suivies en CAP qui ne sont pas du tout adaptées, ou en tout cas qui donnent une certaine idée de ce qu'est le restaurant, et pas une autre réalité. Et c'est ce que vous êtes vous-même, à votre échelle, en train de déconstruire. Comment on fait aujourd'hui, quand on a la conviction qu'on veut travailler dans la cuisine, et que s'offre à nous la formation traditionnelle qui n'a pas changé et qui est à déconstruire? Qu'est-ce que vous diriez à un jeune chef ou une jeune chef aujourd'hui qui est porté? Parce que les générations qui arrivent sont beaucoup plus conscientes de ces questions-là, ont beaucoup plus envie littéralement de donner du sens à ces convictions-là dans leur métier. Quel message vous aurez à leur donner? Quel message d'espoir? Non, mais si vous deviez tout recommencer aujourd'hui, sur quoi vous vous accrocheriez? On n'est pas bien vieux. Donc mais c'est vrai que tu as employé le terme se déconstruire. C'est vrai qu'on est sorti de l'école et on a appris des choses et tout de suite, il a fallu tout déconstruire pour se reconstruire. Je pense que déjà, c'est quand même intéressant de continuer à aller voir dans ce qui se passe dans ces grandes maisons, parce qu'il y a une technique quand même qu'on ne trouve pas ailleurs. Et du coup, on sera peut-être dans quelques années, c'est une nouvelle génération de chefs qui vont transmettre et la technique et en plus les valeurs.
une bonne quête de sens. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses et puis on peut chercher aussi à aller voir dans des belles maisons où ils ont cette démarche. Hein. Il n'y a pas que des chefs de l'ancienne génération qui ne se posent pas ce genre de questions. J'ai en tête, là, j'ai vu Romain Méder, l'ancien chef du Plaza Athénée, qui a fait quelque chose de très audacieux quand même dans son restaurant parce que lui, il est tout tourné autour de la naturalité et il a fait à l'image du saucisson brioché lyonnais une brioche avec une racine d'endive fermentée. Enfin, faut déjà avoir cette démarche et ça on peut avoir ces techniques-là que quand on arrive dans des brigades assez importantes et tout. Donc je pense que c'est intéressant d'aller pousser la porte de ce qui s'y passe, tout du moins au début d'une carrière quand on est encore quand on n'a pas d'obligation de famille et qu'on a un peu de temps et d'énergie. Et après de se faire son propre chemin pour aller chercher puis aller grappiller à droite à gauche, mais pas que en cuisine, sur tous les sujets qui nous entourent, sur les questions écologiques, environnementales, sociales, et de voir, enfin, et d'aller dans le sens qui nous paraît bon, donc sur le chemin, et de trouver sa propre quête de sens en fait. Manon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence en cuisine aujourd'hui et qui est animé par toutes ces questions-là ? Je pense que, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui et plus qu'il y a 10 ans quand moi j'ai commencé. Donc il y a plein d'initiatives qu'il faut continuer de croire en ces valeurs et de suivre les personnes qui y croient aussi. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui travaillent dans ce sens-là. C'est pas forcément les plus grands restaurants, même si moi j'ai justement été éclairée par des grands chefs qui avaient déjà cette relation produit. Moi je pense à Pascal Barbeau en France, à William Ledeuil, qui étaient déjà des chefs qui s'intéressaient il y a 10 ans aux produits et qui faisaient partie, enfin en tout cas c'était la base de leur travail avant la technique. Donc en tout cas ça existe et aujourd'hui l'idée c'est que pour moi il faut croire en cette gastronomie vertueuse, technique aussi, parce qu'effectivement, comme dit Maxime, la technique, elle est inévitable et il faut l'apprendre. Et il faut avoir des bases. Et je pense que les bases, elles sont super importantes pour pouvoir, après, faire des choix dans le métier. Et donc, il ne faut pas... évidemment, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est un peu dur, c'est... Il y a encore des endroits où, justement, le poids de cette tradition, etc., est un peu lourde et donc il faut peut-être un peu aussi encore se faire un peu mal et même si voilà, avec Bondir, avec tout ce que je fais, j'essaie justement de montrer que souffrance ne rime pas avec excellence et qu'on peut arriver à des très bons niveaux de cuisine et à cuisiner de manière voilà, à faire quelque chose de très beau en prenant du plaisir et en étant épanoui. Et c'est ça aujourd'hui, il faut se raccrocher à ça. Et il faut être aussi acteur et c'est aussi ce qu'on dit vis-à-vis avec Bondir, c'est que nous, on a amorcé quelque chose, un changement, une déconstruction, et que c'est à cette génération de continuer le changement et d'y croire en définissant avec nous le modèle. Parce qu'on a quelques clés, on n'a pas encore toutes les clés, parce que c'est difficile de partir de rien. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à écrire et qu'il faut le faire tous ensemble, quoi. Et il faut y croire. Difficile de trouver une transition là-dessus, c'est dit avec beaucoup de conviction et c'est très contagieux. Moi je me permets, je pense que, enfin, je suis pas du tout légitime pour répondre à ça, mais si je devais donner un conseil, c'est justement de s'inspirer de gens comme vous, parce que je pense qu'il faut des modèles, il faut des exemples, comme vous avez eu sûrement dans votre parcours, et en fait, avoir des modèles comme ça, ça pousse à aller vers des choses qu'on ne connaît pas forcément et découvrir de nouvelles choses. Et je pense que s'entourer aussi des bonnes personnes, c'est la clé, quoi. C'est très gentil, mais vous avez aussi une part de responsabilité. Alors, Écotable, mais aussi les médias, aussi mettre en lumière ce que vous faites là, c'est de nous inviter, donc c'est super, tous les trois, et puis on puisse parler, même avant, à midi, il y avait une autre conférence très intéressante, et il faut que aussi les médias s'emparent de tout ça, parce que là, on est dans un microcosme, en fait, où je pense que l'Assemblée, on prêche des convaincus, donc à un moment donné, il va falloir aussi en parler au plus grand nombre et il faudrait que des médias prennent le risque aussi
de parler de ce genre de sujet qui ne plaisent pas forcément. Bon, alors, heureusement, il y a des podcasts, il y a les Instagram qui permet aussi de créer son propre média maintenant, mais il faut que en fait, ça soit divulgué au plus grand nombre pour que une majorité de la population prenne conscience de toutes ces questions. La bonne nouvelle, c'est qu'on mange environ 3 fois par jour et que du coup, pour faire ce travail de soft power, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours à petite échelle. Mais oui, je pense que clairement, il y a besoin d'avoir un agenda médiatique peut-être qui soit un petit peu plus... ou en tout cas, quand il est abordé, qu'il soit fait avec peut-être, de manière générale, avec de la rigueur et donner la parole aux gens pour que ça soit pas trop des clichés quoi, et trop de greenwashing comme on peut entendre parfois. Enfin, ça, c'est mon avis perso. Après... Allez chercher aussi toujours ce que vous faites, mais plus loin que l'assiette. Il y a encore, je trouve, un manque de... On s'arrête encore trop à l'assiette et je trouve qu'il y a un manque de... Quand on perçoit le restaurant, je trouve que c'est important d'aller voir derrière et de voir... voilà, quand on va dans un restaurant parce que ça coûte pas cher, parce que il y a des choses... Voilà, je trouve que aujourd'hui, par exemple, l'économie du restaurant, elle est très difficile et moi, je vois trop de gens qui me disent ouais, mais je vais à cet endroit parce que ça coûte. Et effectivement, ça coûte pas cher, mais allez voir derrière sur quoi ça repose, sur quel système économique, quelles personnes en cuisine, combien ces gens-là sont payés, etc. Je pense que c'est très intéressant et il faut que tout ça, faut que les gens aient une conscience de ce qu'est vraiment le monde de la restauration. Et je pense qu'il y a encore une vraie méconnaissance de ce qu'il y a derrière la porte de la cuisine. Et je pense que toutes les émissions aujourd'hui à la télé ont fait que notre métier est devenu, on va dire, plus glamour et plus attractif. Et on bénéficie de ça aujourd'hui, hein, je suis la première. Mais je trouve que en fait, ça coupe les gens de l'image artisanale et de ce qu'est vraiment le métier. Et c'est un métier laborieux où on travaille énormément et pour y arriver, il faut beaucoup travailler, il faut répéter, comme tous les métiers de l'artisanat. Et que tout ça, et ça a vraiment beaucoup de noblesse. Hein. Je ne dis pas que c'est pas joli, mais que je pense que quand beaucoup de jeunes rentrent dans le métier, ils se rendent pas compte de la difficulté du métier, du fait qu'il faut vraiment s'accrocher pour y arriver. Et c'est aussi, il y a quelque chose de très symbolique, mais que c'est pas simplement créer des belles assiettes qui vont plaire au jury, quoi. C'est tous les jours, on se remet au travail, on va se confronter à un service, on va se confronter à des clients, et tout ça, c'est un métier difficile, mais qui justement demande beaucoup de passion et d'envie. Et il ne faut pas se couper de ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, on va vers une certaine vision du métier qui est un peu en déconnexion. En tout cas. Oui, il y a une réalité qui peut être décourageante aussi parfois, parce qu'on parle de violence au sens large dans le métier de cuisinier, mais c'est vrai que la première violence, je ne suis pas chef, mais je l'imagine, dans le métier de cuisinier, c'est celle qu'on se fait à soi-même quand on doit effectivement répéter ses gestes pendant des heures et des heures et des heures et des heures jusqu'à réussir à avoir la chose qu'on veut. Et c'est quelque chose qu'effectivement on ne monte pas forcément dans toute cette glamourisation qu'il y a du métier. On a abordé plein de sujets, c'était trop intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler, qu'on n'a pas évoqué avant de passer à des questions-réponses du public, si des gens ont des questions? Alors on va passer tout de suite, si quelqu'un a des questions, alors, il y a juste un truc un peu embarrassant, il faut venir jusqu'au micro ici, ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Hein. Bonjour, merci beaucoup déjà pour ce que vous faites et tout, et aujourd'hui c'était vraiment super. J'ai une petite question, une longue question que je vais essayer de faire courte. C'est que vous avez commencé à en parler, notamment sur le CAP par exemple. C'est que je trouve que, j'en fais partie, hein, mais la restauration, elle a souvent tendance à être un peu en autarcie. Vous avez parlé des médias, mais du reste du monde, je trouve. Et notamment, par exemple, le CAP, l'aide alimentaire, l'écologie, les violences en... Est-ce que ça passerait pas un peu... est-ce que ça devrait pas passer un peu par le politique, en fait, et par l'action publique? Et en plus, c'est bientôt les élections, tout le monde le sait. Et est-ce que c'est pas justement le moment... vous êtes des gens qui ont de l'influence, et vous connaissez d'autres gens qui ont de l'influence. Est-ce que c'est pas un peu le moment de mettre ces choses-là sur l'agenda politique
Et notamment, le programme du CAP ne changera jamais tant que le ministère n'aura pas décidé de le changer. Hein. Et même si dans les restaurants, on fait des choses de saison et tout, il faut, même les médias aussi, hein, c'est une question pour vous quatre, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu le moment de s'investir peut-être un peu plus? Et il y a certaines personnes, certains chefs qui l'ont fait pendant le Covid. Je pense à Philippe Etchebest, même si voilà, c'est pas forcément un modèle. Mais de porter une voix plus publique et peut-être cesser, je pense que c'était un peu le défaut aujourd'hui aussi de la restauration, de trop replier sur soi et pas assez en communication avec le reste de la société. Vous voulez dire prendre à partie plus les politiques pour que les idées qui ont été défendues ici aujourd'hui soient portées plus sur la sphère publique ou en tout cas dans les programmes des différents candidats, par exemple à l'élection présidentielle ou aux législatives. Oui, c'est ça, même sans penser à un parti en particulier ou un candidat, mais ça vraiment essayer d'inscrire ces problématiques-là dans l'agenda, parce que l'écologie, elle est déjà dans tous les programmes, plus ou moins même jusqu'à l'extrême droite ou presque, aujourd'hui des candidats. Et c'est important, je pense, de changer ça, le CAP, de changer, et même parfois d'obliger, peut-être interdire certaines choses. En réalité, on parlait de changement dans les grands étoilés et tout. Il y a un palace parisien qui a rouvert son grand restaurant récemment. Il n'y a pas un plat végétarien sur la carte. Est-ce que ce serait pas bien d'obliger un pourcentage de végétarianisme ou des choses comme ça, quoi. Même si écotable, c'est très bien. Enfin, je veux dire, est-ce que, par exemple, écotable, est-ce que vous avez été sollicité par des institutions je ne sais pas qui s'occupe de réformer les CAP aujourd'hui, mais est-ce que l'action que vous portez aujourd'hui avec votre association et la labellisation, est-ce que c'est quelque chose qui ont déjà pu inspirer des formes plus institutionnelles? Est-ce qu'on on a pris contact avec vous? Oui, on a été approchés et on discute. Hein. Après, c'est pas évident du tout. De changer ces choses-là, mais oui, ça évolue. Par exemple, aussi, hein, on intervient dans des écoles. C'est une toute petite avancée, hein, mais Fanny, notamment notre cofondatrice, est intervenue chez Ferrandi pour le long d'un master. On intervient dans une nouvelle école qui s'appelle La Source. Voilà, on essaye vraiment on aimerait créer un lobby de l'alimentation durable et je suis entièrement d'accord avec toi. Hein, c'est aussi comme ça qu'on va avancer. Il faut que la loi aille dans ce sens-là. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la restauration collective. Il y a la loi Egalim qui fait avancer les choses. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut de la loi Egalim, mais en attendant, elle impose certaines choses. Il y a la loi AGEC pour tout ce qui est le gaspillage, le plastique. Il y a la loi climat. Enfin, il y a des choses qui avancent. On n'en a pas forcément connaissance. Même les restaurateurs, hein, nous, je sais que beaucoup de restaurateurs nous demandent mais quelles sont les obligations qui arrivent là? Parce que notamment la loi AGEC, c'est tous les ans, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. C'est le plastique, ça va supprimer par exemple les biodéchets. Tout acteur de la restauration qui produira des biodéchets sera dans l'obligation de les valoriser. Aujourd'hui, seuls les restaurateurs qui font plus de 5 tonnes par an doivent les valoriser. En 2024, je crois, c'est pour tout le monde. Il y a des actions comme ça qui avancent. C'est un peu lent, mais on y travaille, on y travaille, à notre échelle. À votre échelle, Maxime et Manon, est-ce que vous avez déjà eu la possibilité de porter ce message au-delà du restaurant, au-delà du microcosme dont tu parlais tout à l'heure, Maxime, de gens qui sont déjà convaincus par les mêmes idées que toi? L'action militante du quotidien, pour moi, est une façon aussi de Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous voyez des solutions? Oui, alors, je ne sais pas comment tu t'appelles. Vincent. Merci pour la question. Et en tout cas, sache qu'il y a une fourmilière qui s'anime. C'est pas encore, et heureusement, récupéré par les politiques, surtout en période électorale. C'est surtout pas le moment, je pense, de le faire à ce moment-là. Parce que est-ce qu'on est d'accord avec tous les politiques et ce qui va se passer dans quelques mois? Et est-ce qu'ils font de la récupération juste pour avoir des électeurs? C'est peut-être pas le bon moment, mais il y a des choses qui arrivent petit à petit. Et il y a une grosse fourmilière qui s'active, comme l'a dit Aurélie. Il y a plein de choses qui se font. Personnellement, je pense qu'on devrait être formé depuis l'école à avoir des cours de cuisine, des cours
voilà, faire la cuisine et faire ce genre de choses, pas qu'à l'école quand on fait une école de cuisine, et même en faisant ça, on se rend compte qu'on n'est pas si bien formé que ça, et que dès le plus jeune âge, on devrait être sensibilisé à ça. Moi, je fais partie après pour la question d'un projet qui est assez grand parce que c'est un chef triplement étoilé, Massimo Bottura, c'est un chef italien qui a lancé ce projet-là et qui a donc des réfectorios. Il en existe le 14e, a ouvert là cette semaine à Genève. Donc il y a 14 restaurants comme celui où je travaille qui existent dans le monde. On a un message qui pourrait être très politique, mais on fait très attention à ne pas être justement rattaché à des politiques parce que c'est pas que c'est le mal, mais c'est que faut aussi servir d'exemple et pas limite que ce soit les politiques qui prennent exemple sur nous, qu'après ils fassent leur chemin. C'est un métier, la politique, c'est un métier d'être cuisinier. Nous on fait ce qu'on peut à notre échelle et puis après à eux de s'inspirer. On n'a pas envie, en tout cas c'est ce qu'on fait dans l'équipe, on fait très attention. On a déjà eu des visites de politiques, des maires, un ancien président, on a déjà eu ça au réfectorio, mais on fait attention à pas de communiquer dessus. On veut bien rester dissocié, donc voilà, c'est des messages, faut pas que ça se confonde, quoi. Et on sait jamais qui est vraiment derrière le politique ou les partis, donc voilà, on fait attention. On essaie aussi de, justement à notre petite échelle, notamment avec Bondir, on instaure des dialogues avec les écoles et avec les équipes pédagogiques. Et ça, on sent qu'au début, ils étaient hyper réfractaires. Et en fait, au fur et à mesure, on arrive vraiment à instiguer quelque chose. On arrive à avoir de la pression, parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment vis-à-vis des médias, et je pense que les médias nous aident beaucoup, il y a une certaine pression, et c'est par cette pression, malheureusement, que les choses avancent. Et on voit que, nous, on l'a vu depuis, ça fait 1 an qu'on a commencé à vraiment commencer à dialoguer avec les écoles, etc. Et il y a eu un progrès énorme en 1 an. Donc, je pense qu'il y a, et ce changement-là, effectivement, il ne se fait pas par les politiques, mais que finalement, c'est quand même de la politique, et que quand on instigue un dialogue et qu'on libère la parole, etc., et ce qu'on fait avec les élèves qui, de plus en plus, se sentent le pouvoir de parler, de communiquer entre eux, de parler, par exemple, de profs avec qui ça se passe pas bien à l'école, etc., on sent que c'est la parole qui se libère, qui va conquérir quelque chose, arriver à quelque chose, quoi. Donc effectivement, il y a les pouvoirs politiques, mais comme dit Maxime, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle, à nous engager au maximum, mais c'est pareil, il faut choisir ses combats. Donc on essaie de faire ce qu'on peut, mais on peut pas se battre sur tout, quoi. Mais oui, la gastronomie n'a pas la place. La gastronomie est politique, l'assiette est politique, et elle n'a pas. Je suis d'accord avec toi, elle n'a pas encore la place qu'elle devrait avoir aujourd'hui. Mais je trouve que ça évolue vachement, et même si je prends la défense des médias, entre guillemets, il y a beaucoup de médias indépendants qui ont des lignes éditoriales très, très, très rigoureuses là-dessus et qui sont très attachés à ces questions-là qu'on ne trouvait pas il y a encore 5-10 ans. Donc pour qui s'intéresse à ces questions-là, en tout cas, ils trouvent à manger, sans mauvais jeu de mots. Et d'un point de vue plus mainstream, plus grande diffusion, grande distribution, le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'émission Top Chef, qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Et je crois que pour la première fois depuis quelques années, c'est vraiment devenu un enjeu dans cette émission qui est regardée par des millions de personnes toutes les semaines, de coller aux questions qui sont actuelles. On parle de saisonnalité. Aujourd'hui, si Top Chef sort une tomate en hiver, derrière, il y a sur les réseaux sociaux où il y a des papiers, des gens qui disent à quelle honte hier Top Chef. Alors il y a 5 ans, c'était pas le cas, parce que Top Chef aussi, quelque part, a intégré que ces questions-là faisaient partie de l'air du temps. Et dans les épreuves, je suis pas du tout en train de mettre Top Chef sur un piédestal, mais je le regarde d'un point de vue un petit peu critique, et je me dis, les épreuves où il y a les garde-manger, par exemple, c'est moins abusé. Avant, il y avait vraiment un garde-manger, ils pouvaient trouver n'importe quoi, des produits qui venaient de l'autre bout du monde. Maintenant, ils font vraiment attention à ces choses-là. Et je pense que c'est un des marqueurs, c'est une des preuves qui montre que les mentalités évoluent, ou en tout cas la réalité aujourd'hui. Après, voilà, différents niveaux, d'un niveau politique, etc. Je pense que c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail vraiment militant. Et si en face de nous, on a 3 personnes qui sont très militantes, malheureusement ou heureusement, parce que la cuisine et la restauration est faite de sa diversité,
tous les chefs n'ont pas cette vocation ou n'ont pas forcément les outils, les clés pour pouvoir défendre ce genre de choses. Alors peut-être que demain, ça sera le cas et ça sera pas un prérequis naturel et que n'importe quel chef aura intégré toutes ces choses-là et je le souhaite vraiment et ça passe par la base. Mais voilà, petit à petit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut venir au micro, nous poser une petite question? Ou est-ce qu'on clôt ici cette... Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais peut-être plus revenir plus sur le petit monde de la restauration, mais sur la critique qui quand même fait et défait les chefs. Est-ce que pour vous aujourd'hui, la critique, elle est assez engagée ou est-ce qu'elle est juste un peu mainstream et se dit oh oui c'est bien, ils font des choses de saison, locales et végé, c'est pas mal? Ou est-ce qu'elle est un peu à côté de la plaque? Ou est-ce que j'imagine qu'il y a tout ça dans le prisme des critiques gastronomiques aujourd'hui, mais voilà, pour vous, est-ce qu'elle est assez engagée? Est-ce que vraiment, si elle s'engageait plus, ça pourrait changer quelque chose? Et voilà. Merci. Je suis un peu sourd, j'ai pas entendu. La critique, c'est ça? Quel est finalement, si je dois résumer votre question, c'est quel est le rôle et le devoir des critiques aujourd'hui, ou en tout cas des personnes qui commentent la gastronomie et les restaurants, parce que je pense que c'est une autre question sous-jacente, c'est est-ce que les critiques font et défont les restaurants aujourd'hui? Personnellement, je pense que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui qu'il y a encore 5-10 ans, et qu'on va beaucoup moins au restaurant parce qu'un critique nous a en est d'y aller, mais c'est une réalité. Est-ce que vous pensez que les critiques doivent aussi, eux, être éduqués à ces questions-là? Et est-ce que ceux que vous connaissez ou que vous avez peut-être rencontrés dans les restaurants le sont? Manon, je vois que tu souris, tu as d'avoir des bonnes anecdotes à nous raconter. Non, déjà, c'est vrai qu'il y a. Ce qui est difficile, c'est que le poids de la critique, il existe toujours. Que les critiques arrivent toujours trop tôt quand on vient d'ouvrir un restaurant. On n'est jamais prêt. Et ça, c'est très difficile, je trouve. Après, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des critiques qui prennent vraiment ça en compte et qui voient. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le prisme du restaurant, c'est-à-dire que je trouve qu'on voit encore trop l'assiette, trop le décor et qu'on se pose pas encore assez la question de l'écosystème qu'il y a autour d'un restaurant. Et ça, c'est une question que devraient plus se poser certains critiques qui sont charmés par un service, qui sont charmés par une assiette, charmeuse ou charmante, mais où on va pas aller chercher derrière le sens et ce qu'il y a derrière le rideau, quoi. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de... le problème, c'est cette connaissance aussi. Je pense qu'il y a encore aussi trop de critiques qui n'ont pas fait assez de stages en cuisine ou dans un restaurant. Donc ça doit encore progresser, à mon sens. Ouais. Puis il y a souvent des conflits d'intérêts, si on parle des critiques professionnelles. Donc parfois, la vie n'est pas très objective. C'est un petit monde. Ouais. Après, moi, je travaille pas dans un restaurant qui, si peut être critiqué, mais critiqué dans le sens dans le bien ou dans le mal, mais on n'a pas de vocation à recevoir du public, donc du coup, les critiques ne viennent pas chez nous. Ouais, moi, j'ai très peu lu des critiques qui parlaient de saisonnalité, par exemple, alors que ça pourrait être une chose de dire effectivement ce plat était top, mais il y avait des produits hors saison et on le voit peu aujourd'hui. Peut-être que de la même façon que la formation en cuisine, la façon dont on appréhende le métier de chef aujourd'hui doit être réinventée ou en tout cas abordée de nouvelles façons, déconstruire, on avait évoqué cette possibilité-là. Peut-être que les personnes qui commentent ce milieu-là, ce monde-là, peut-être que les médias aussi ont une espèce de reset à faire là-dessus. Et ce que tu dis, Manon, est très juste sur... tu déplores le fait que souvent, quand on parle de restaurants en termes de critique de restaurants purs, la discipline de la critique culinaire en France a toujours été très liée justement à l'assiette et à
décrire les éléments. Est-ce que c'est bien cuit, mal cuit, comme ça se rapproche moins de la critique de cinéma ou de la critique de théâtre, où on évoque les sentiments, on évoque les émotions, on évoque les références. La critique gastronomique en France, qui a beaucoup évolué autour des siècles, c'est vrai qu'elle s'est toujours centrée sur qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin, en tout cas moi c'est ma conviction, de raconter d'autres histoires, un peu à la manière dont le fait la presse anglo-saxonne, ou dans des plus grands hebdomadaires, au hasard le New Yorker, eh bien quand il va y avoir un sujet sur la nourriture, il va y avoir une critique de restaurant, mais il va y avoir aussi un long format qui va raconter l'histoire d'un producteur au fin fond d'une forêt, ou n'importe quoi, ou quand on fait une critique de restaurant, eh ben, on met au même niveau le chef statufié, starifié, et le producteur et le produit. Et peut-être qu'il y a ces choses-là à explorer. En tout cas, je trouve que dans la presse française, ou en tout cas francophone ou hexagonale, il y a encore beaucoup de choses à explorer. Quelque part, c'est à déplorer. Et d'un autre côté, c'est hyper excitant, je trouve, parce que ça veut dire qu'il y a plein d'histoires qui n'ont pas encore été racontées. Oui, parce qu'il y a la technique du chef et des cuisiniers, ce qui se passe dans l'assiette, mais il y a aussi le gros travail de sourcing derrière, et ça c'est important. J'imagine, même moi dans le gaspillage, il faut que j'aille chercher, ça prend du temps hors de la cuisine d'aller chercher ça, et puis de se poser des questions, de voir si la personne, on va bien collaborer, s'il y aura une bonne cohésion et un sens dans la collaboration avec le producteur, le pêcheur, tout ça. Oui, et je pense qu'au final, on en revient encore à l'assiette, hein, mais au final, il y a le travail du cuisinier et il y a le travail du producteur. Si le produit est beau, je pense, si vous avez de beaux produits, c'est aussi, ça se ressent dans l'assiette. Donc comme tu dis, il y a tout ce travail qui est derrière, qui est tout aussi intéressant, et quand on critique, on peut critiquer aussi dans le bon sens, je veux dire, cette asperge est exceptionnelle, parce qu'il y a le cuisinier et il y a le producteur qui s'est levé tous les matins hyper tôt, qui les a ramassés au bon moment, etc. Donc, il y a une certaine dimension aussi où à rapporter toujours, moi je pense beaucoup à... Aujourd'hui, on mange très bien, je trouve, à Paris, dans des bistrots qui font les choses simplement, mais qui souvent sont beaucoup plus engagés que certains, notamment grands restaurants. Et je trouve que souvent, dans le prix notamment, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix souvent qui est super bon. Et je trouve que dans les critiques, parfois, les critiques sont super dures vis-à-vis, je sais pas, d'une assiette qui a été trop qui est arrivée trop lentement ou un truc comme ça, et parfois je me dis mais c'est fou, parce que ces gens-là qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui cherchent à trouver le meilleur moyen de travailler, je sais que j'ai pas mal d'amis qui par exemple ont des composts et qui payent tous les mois le fait de faire du compost, parce qu'à Paris il y a encore que 3 arrondissements qui ramassent le compost, et qui vont payer souvent sur un petit restaurant qui fait 60 couverts jour, va payer 200 € par mois pour qu'on vienne chercher son compost. Alors que c'est pas obligatoire. Voilà, avec une formule de midi à 25 €. Je pense que tout ça, les clients, effectivement, il y a un devoir d'affichage aussi du restaurateur, d'éducation, etc. Mais parfois, le critique oublie un peu ça et va pas chercher ces choses-là Évidemment, on le voit beaucoup plus quand on est restaurateur. Moi, je suis beaucoup plus sensible à ça quand je vais manger dans un restaurant. Je regarde beaucoup de choses et tout ça. Et le critique devrait faire ça, en fait. Devrait regarder tous les éléments. Ce qui fait que derrière, on va payer 25 € une formule du midi. Et à côté de ça, on va aller payer 25 € une formule du midi dans une brasserie qui prend pas soin de son personnel, qui va pas faire attention à ses produits, etc. Donc, essayer de comparer ce qui est comparable et de voir les efforts qui sont faits derrière, surtout dans les petites maisons, je trouve. C'est important. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Coucou, il faut venir ici. Ou alors, si ça vous dérange pas. J'ai peur qu'on vous entende pas sinon. Bonjour. Moi, je voulais demander à Maxime comment il est arrivé à allier sa quête de sens avec son amour pour McDonald's. Ok. Solène est une bénévole du réfectorio.
Et ce que je dis, ce que j'avais dit une fois, c'est qu'on peut avoir aussi être en quête de sens et avoir ses propres contradictions en prenant l'exemple des nuggets du McDo. Parce que c'est quelque chose qui m'était cher, surtout, et c'était toujours cette dualité que j'ai eue pendant cette quête de sens, effectivement, et pendant que je grandissais, que j'apprenais non seulement la cuisine, mais aussi que je m'intéressais à toutes les questions environnementales et tout. J'étais là, mais putain, j'arrive toujours pas à me sortir de cette boîte de nuggets. Et du coup, voilà, non, mais je l'explique pas forcément. Je le jure, ça fait plusieurs mois que j'y suis pas allé. Mais c'est voilà, faut se déconstruire et parfois sur des questions aussi petites que celle-là, mais ça peut être difficile. Et puis voilà, sur cette question, je peux être témoin. Enfin, j'atteste que des personnes peuvent aussi mettre très longtemps à se reposer les bonnes questions et puis à changer leurs habitudes. Mais parfois, on peut dire des choses et on peut aussi avoir ses propres contradictions. Est-ce qu'on a besoin d'être radical complètement non plus quand je pense qu'on peut faire. Non, je pense pas. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a. On peut pas être parfait, hein, malheureusement. Mais surtout qu'en plus, on est dans un métier où quand on sortait à pas d'heure des restaurants et des cuisines. Malheureusement dans Paris le plus souvent c'était les kebabs et les voilà. Et c'est amusant parce que je reçois souvent des chefs invités au réfectorio et de temps en temps je leur pose la question: qu'est-ce que tu manges? La plupart sont pas forcément cohérents avec ce qu'ils proposent dans leur restaurant. On essaie d'être le plus possible, mais derrière voilà, c'est ça. Et aussi autre chose, c'est que les chefs invités qui viennent au restaurant, enfin qui viennent au réfectorio plutôt, c'est aussi beaucoup de chefs qui sont de l'ancienne génération. On en a beaucoup parlé ici et en fait je vais paraphraser un chef qui avait dit: bon moi je vais faire venir toute ma brigade les uns après les autres parce que je peux pas tous les faire venir au même moment, mais je veux tout ce qui passe par le réfectorio pour qu'ils se reconnectent aussi au métier de cuisinier qui est restauré en fait. Et donc c'est ce qu'on fait au réfectorio, c'est qu'on donne à manger à des personnes qui sont exclues, qui sont en marge de la société, et du coup on les reconsidère. Et donc ces chefs et ces cuisiniers qui passent par chez nous se reconnectent aussi au-delà des étoiles, de Strass, des paillettes et de tous ces grands établissements, reviennent chercher chez nous en fait l'essence de cuisiner et donc de restaurer les gens, parce que c'est pour ça aussi qu'on mange, c'est pour s'entretenir et avoir une vie la plus saine possible. Même si c'est des nuggets. Mais du Merci coup, pour ce dossier. Et du coup, j'arrive à faire mes propres nuggets maintenant. Cool. Et ben s'il n'y a pas de dernières questions, je pense qu'on va conclure cette table ronde. Merci à tous d'avoir été là, d'être restés si longtemps. Merci à vous pour tous vos apports et voilà. À bientôt. Merci. Salut. Merci.